Toutes, bienvenue sur la chaîne Suivi Concours et sur le site suiviconcours.fr. Je voulais vous faire un petit point d'actualité territoriale puisque depuis le début septembre, l'actualité a été riche avec notamment la nomination d'un nouveau gouvernement. Et pour commencer, je voulais faire le tour avec vous d'un article de Maire Info, qui est le quotidien d'information des élus locaux, qui nous parle de ce qu'avait prévu le gouvernement démissionnaire dans son budget 2025. Dans cet article, Maire Info nous informe de différents points, notamment du budget provisoire qui avait été préparé par l'ancien exécutif et une participation des collectivités territoriales, nous dit l'article, au redressement des comptes publics y est accentuée, constate notamment un député, Charles de Courson. L'article nous informe de plusieurs points. Tout d'abord d'une baisse des crédits de 1,5 milliard d'euros du fonds vert qui tomberait à 1 milliard d'euros. Le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, avait assuré que les moyens prévus permettaient le financement intégral des engagements pris en 2023 et 2024 sans modification des cahiers des charges pour les projets déjà engagés sur cette période. Une énorme baisse du fonds vert était projetée pour le budget de cette année. Ensuite, l'article nous informe d'une stabilisation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la fameuse DETR. La DGF serait maintenue à hauteur d'un peu plus de 27,2 milliards d'euros, comme en 2024, expliquait Gabriel Attal dans la lettre plafond envoyée à l'ancien ministre de l'écologie et de l'environnement Christophe Béchu. Sur ce point, le comité des finances locales ne manquera pas de rappeler, comme l'an passé, que cette stagnation ne compensera pas la hausse des prix et représentera une perte compte tenu de l'inflation qui vient de repasser sous la barre des 2%, nous dit l'article. Pour ce qui est de la DETR, la DSIL, la dotation également de soutien à l'investissement des départements, la DSID et la dotation politique de la ville, la DPV, seraient stabilisées au haut niveau de 2024, assurait l'ancien Premier ministre. De plus, le périmètre d'éligibilité du FCTVA devrait être maintenu. Son montant pourrait intégrer une hausse tendancielle de 540 millions d'euros en 2025. Enfin, sur la question de l'outre-mer et de la fonction publique, eh bien, on constate que ces ministères vont bénéficier d'une baisse, notamment pour la subvention qui serait versée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ce qui impliquerait la rationalisation de ses effectifs. De plus, les crédits alloués au paysage, eau et biodiversité seraient réduits de près de 130 millions d'euros, passant de 578 millions à 441 millions, tandis que ceux consacrés aux énergies, au climat et à l'après-mine chuteraient de 5,8 milliards à 3,40 milliards d'euros. Ce sont tout au plus 1 milliard d'euros qui seraient consacrés aux aides au verdissement des véhicules, contre 1,5 milliard en 2024. De plus, Gabriel Attal a proposé le maintien des dépenses totales au même niveau qu'en 2024, à 492 milliards d'euros, selon l'analyse du président de la Commission des finances à l'Assemblée, qui estime que cela équivaut en fait à une baisse de 10 milliards d'euros puisque l'inflation n'a pas été intégrée. Enfin, la lettre plafond confirme que le budget de la défense va se voir augmenter de 7%, celui de la sécurité de 3%, et au contraire, notre fonction publique perdrait 27% de son budget, l'aide publique au développement 19%, le travail et l'emploi 7%. Il est important de rappeler que ceci est un article dédié à l'ancien budget qui avait été commencé à être préparé par le gouvernement démissionnaire. Nous sommes en attente de la nouvelle phase par le gouvernement qui a été nommé très récemment. On change totalement de sujet avec toujours un article de Maire Info sur l'éternel débat. Faut-il que les policiers municipaux deviennent des officiers de police judiciaire, avec un spectre d'intervention plus large dans le domaine judiciaire. Ça fait partie d'un long débat qui avait été tranché notamment par deux décisions du Conseil constitutionnel qui a toujours refusé de donner cette qualification judiciaire aux policiers municipaux. Le rapport Fauvergue-Taureau sur le continuum de sécurité en 2018 en avait parlé, également la loi sécurité globale de 2021. Question également au cœur des discussions du Beauvau des polices municipales au printemps dernier, nous informe l'article qui a été interrompu par la dissolution. Et enfin, tout récemment, l'ancienne ministre chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure, dans un entretien à la Gazette des Communes, nous indiquait sa frustration de ne pas avoir pu avancer sur ce sujet et son espoir que le gouvernement de Michel Barnier mette le dossier à l'agenda. Le gouvernement avait déjà tenté dans le cadre de la loi sécurité globale de mettre en place une expérimentation de 5 ans qui permettait aux policiers municipaux d'exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle, mais comme je vous le disais, le Conseil constitutionnel s'y est toujours opposé au motif que la loi ne prévoyait pas de placer les agents municipaux
sous le contrôle de l'autorité judiciaire, puisque la disposition était alors contraire à la Constitution, puisque la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire uniquement. Les députés ont rappelé dans l'exposé des motifs du texte que les policiers municipaux sont devenus la troisième force de sécurité du pays et qu'elle s'est peu à peu professionnalisée et institutionnalisée et qu'elle est désormais forte de 24 000 agents dans 4 000 collectivités. Alors pour contourner la censure du Conseil constitutionnel de 2022, les auteurs proposent que les policiers municipaux doivent être au moins en partie placés sous l'autorité judiciaire. Pour cela, le texte propose qu'à titre expérimental, nous informe l'article, les directeurs ou chefs de service de la police municipale deviennent OPJ. Ils seraient alors placés sous une double tutelle. Pour les tâches administratives, ils répondraient du maire et pour les tâches judiciaires, du procureur de la République, avec une expérimentation d'une durée de 5 ans qui pourrait être mise en œuvre après une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire pour les polices municipales intercommunales. Ensuite, la proposition de loi liste toute une série de prérogatives nouvelles qui en découleraient pour les policiers municipaux. Ils pourraient ainsi constater des délits, des infractions telles que la vente à la sauvette, la conduite sans permis, l'entrave à la circulation, l'usage illicite de drogue et le port d'armes. Cette évolution permettrait également aux nouveaux OPJ de faire procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions et aux agents de police municipale de relever l'identité des auteurs de ces délits, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les associations d'élus sont opposées à cette proposition de loi. Pourquoi ? Puisqu'ils considèrent qu'il y a le spectre d'une reprise en main par l'État des services de police municipale et que soit brouillée la distinction entre l'action de l'État et celle des collectivités territoriale. Ensuite, un autre article intéressant sur Madame Françoise Gatel, qui est une sénatrice bien connue. Elle est à l'origine de la loi éponyme qui a créé en 2019 les communes-communautés. Donc c'est une sénatrice UDI de l'Ille-et-Vilaine, 71 ans, qui a été nommée ministre déléguée à la ruralité, au commerce et à l'artisanat auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Madame Catherine Vautrin. Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France, et également Bernard Delcros, qui est le président du Parlement rural qui réunit des élus, des chefs d'entreprise et des associations, saluent cette nomination. Ils se réjouissent du message envoyé par le gouvernement Barnier, lequel accède à la demande de l'Association des maires ruraux de France de conserver un portefeuille dédié aux espaces ruraux et de visibiliser le terme de ruralité. C'est également un gage important de reconnaissance selon les élus ruraux, puisque on connaît les scores élevés du Rassemblement national dans leur commune et l'urgence à apporter des réponses adaptées. De nombreux élus également témoignent du sentiment d'être pris dans des injonctions contradictoires et des politiques publiques en décalage avec leur réalité entre urgence environnementale et nécessaire attractivité économique. Avec le contexte d'austérité budgétaire qui menace tous les ministères, des questions se posent quant à la latitude et au soutien financier dont bénéficieront les principaux programmes de revitalisation portés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On pense notamment au programme Action Cœur de Ville, à Petite Ville de demain, ou plus récemment à Village d'avenir. Et les élus municipaux appellent à reprendre au plus vite les chantiers suspendus, notamment le travail autour du statut de l'élu. Pour compléter ces propos, un autre article de Maire Info qui nous informe que le gouvernement Barnier fait la part belle au partenariat avec les territoires. Au sein du gouvernement, il y a un nombre important d'élus ou d'anciens élus locaux. Le gouvernement donne une place prépondérante à un nouveau ministère du partenariat avec les territoires et la décentralisation. La création de ce ministère et sa place dans l'organisation gouvernementale semble adresser un signal positif aux collectivités locales, à savoir que Michel Barnier souhaite placer le partenariat avec elles au premier rang de ses préoccupation. On assiste par ailleurs à une rupture, nous dit l'article, avec les récentes organisations gouvernementales où la question des collectivités, de la décentralisation et de la cohésion des territoires était rattachée à la transition écologique. Ces deux dossiers sont désormais déconnectés. Et puis, Madame Vautrin aura sous sa tutelle 3 ministres délégués, parmi eux un nom bien connu, la sénatrice Françoise Gatel. Il y a également un autre ministère essentiel pour les collectivités locales, celui de l'Intérieur qui est confié au sénateur Bruno Retailleau. Et enfin, Bruno Retailleau aura sous sa tutelle un ministre délégué et un secrétaire d'État qui sera chargé de la sécurité du quotidien. Pour cette problématique, c'est le maire de Valence et également vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Daragon, qui va s'occuper de cette question et qui d'ailleurs souhaite conserver son mandat de maire comme il a annoncé hier dans un message à ses collègues, maires de la Drôme. Il a décidé de garder les deux pieds dans la réalité en poursuivant
sa fonction de maire. Et enfin, donc, le logement est confié à une spécialiste. Il est confié à Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est l'une des rares ministres reconduites des précédents gouvernements. On notera que son portefeuille, outre la transition écologique, l'énergie et le climat, inclut la prévention des risques, ce qui signifie qu'elle sera au moins en partie comptable du dossier de l'assurabilité des communes face aux risques. Madame Agnès Runacher ne sera qu'en 9e position dans l'ordre protocolaire du gouvernement, ce qui donne l'impression que le dossier brûlant de la transition écologique ne sera pas une priorité essentielle du nouvel exécutif. Concernant le ministère des Finances, également un ministère important pour les collectivités territoriales, eh bien c'est un jeune député macroniste de la Haute-Savoie, Antoine Armand, qui hérite de ce ministère seulement 33 ans. Il est énarque et il est inspecteur des finances comme le président Macron. Et il a été très brièvement président de la commission des affaires économiques d'une Assemblée nationale qui n'a jamais siégé encore à ce jour. Autre dossier brûlant, alors que la crise de l'immobilier fait rage, c'est le ministère du Logement et de la Rénovation urbaine qui est confié à Madame Valérie Létard de l'UDI. C'est également une sénatrice, elle était sénatrice du Nord, et elle est devenue députée en juillet dernier au sein du groupe Lyot. En revanche, et c'est un peu la déception pour les fonctionnaires, eh bien nous avons des novices à l'éducation nationale et à la fonction publique. En effet, le poste de l'éducation nationale a été confié à une personnalité dont rien dans la carrière ne laissait présager qu'elle obtiendrait ce portefeuille. C'est Madame Anne Jeuneté, qui est une députée Renaissance des Français hors de France, qui a une formation de médecin et de communicante et qui a exercé une bonne partie de sa carrière à Singapour. Quant au ministère de la fonction publique, vous savez qu'une loi importante était en préparation sur le statut de la fonction publique. C'est monsieur Guillaume Carbarian qui est nommé au ministère de la fonction publique. C'est une surprise, c'est un rescapé du précédent gouvernement où il était chargé du logement. Il est diplômé de l'ESSEC et il est consultant en stratégie dans divers cabinets de conseil et donc il n'a aucune expérience du sujet de la fonction publique. En revanche, pour les sports et l'outre-mer, nous avons des maires. En effet, le portefeuille des sports, de la jeunesse et de la vie associative a été confié à Gilles Aveyroux, qui était encore jusqu'à peu président de l'association Ville-de-France, et qui était donc le maire de Châteauroux, qui a accueilli récemment un site d'épreuves olympiques. Sa mission va être de gérer l'héritage des Jeux de Paris. Le portefeuille des Outre-mer échoua au sénateur Les Républicains du Rhône François-Noël Buffet, qui fut pendant 20 ans le maire d'Oulin, et qui a tenté par 2 fois de se faire élire président du Grand Lyon. Il est auteur de plusieurs propositions de loi récentes, notamment celles dédiées aux élus locaux. Et donc ce sera un des ministres qui sera le plus rapidement propulsé dans le grand bain, puisque vous savez que la situation en Nouvelle-Calédonie est dans un état dramatique, c'est une situation urgente à régler. Également, il y a des manifestations violentes contre la vie chère en Martinique et en Guadeloupe. Enfin, dernier article, un article de la Banque des Territoires, l'excellent Localtis, qui nous informe que pour ses débuts à la fonction publique, il a indiqué que nous devons libérer les Français du poids des démarches administratives et donc débureaucratiser à tous les étages. Ce ministre est l'ancien ministre du Logement et il a indiqué ses propos lors de la cérémonie de passation des pouvoirs avec Stanislas Guérini, dont l'intitulé du portefeuille ne comprenait pas la simplification. Que le nouveau ministre revendique son attachement à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait de la propriété privée un droit inviolable et sacré. Il a repris lundi à son compte l'article 15 de la DDHC selon laquelle la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Cette déclaration n'est pas du goût de la part de la syndicat générale de la CFDT Fonction publique qui nous informe qu'on ne peut pas opposer les usagers des services publics aux 5,7 millions d'agents publics. Ça n'a jamais marché comme ça, tel fait savoir. La simplification prônée ne doit jamais se faire au détriment de la qualité du service public, a insisté le ministre, assurant se fixer pour objectif de faciliter la vie des Français et des agents publics. Dans un communiqué publié dès dimanche, le syndicat solidaire fonction publique s'était inquiété de l'ajout du mot simplification à l'intitulé du ministère, en indiquant que chacun sait que le terme correspond à la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires et de dégrader la qualité du service public. Secrétaire général également de l'UNSA fonction publique, qui est le 4e syndicat représentatif, pour sa part noté que dans l'intitulé du portefeuille, les mots fonction publique apparaissaient avant simplification et transformation de l'action publique, ce qui selon lui est un signal positif. Et enfin, le ministre a salué dans son discours la réforme ambitieuse de la fonction publique préparée par son prédécesseur, sans préciser le sort qui lui serait réservé. Et l'article nous informe alors quel sort pour le projet de la loi Guérini. Certains représentants des organisations syndicales rapportent que selon leurs interlocuteurs du côté de l'administration centrale, le projet de loi serait enterré, ce qui n'empêche pas la possible préparation d'un texte à minima,
parce que certaines mesures déjà actées en faveur des agents, notamment aux mesures relatives à la prévention de l'usure professionnelle ou bien les mesures traduisant l'accord collectif sur la prévoyance dans la fonction publique territoriale, doivent faire l'objet d'une traduction législative et donc d'une loi particulière. Je vous remercie pour votre participation à cette revue d'actualité. Je vous dis à très bientôt sur les sites et la chaîne.